C'était un de ces matins lents, lorsque l'aube grise et humide s'étire sans fin, rampe avec difficulté vers les nuages bas, comme si elle rechignait à éclairer une journée de plus sur la terre des hommes. Riley Ingmar Peterson bondissait entre les nids de boue au milieu des hautes herbes et des bruyères fanées, pour suivre la démarche coulante des longues jambes de son père, John, qui filait avec la masse posée sur l'épaule. John était sec, tout en air, la peau si légère que les tendons vibraient au moindre geste, les veines saillantes, les muscles roulants comme les courants d'une mer imprévisible, capables d'exploser à tout moment dans une écume rageuse. Le fermier et son fils descendaient le vallon derrière leur propriété en direction d'un bois misérable, une poignée de hêtres, de peupliers et de frênes au tronc droit, fin, décharné, un bouquet d'arbres étiques, juste des hauts pieux formant un récif diaphane, laissant filtrer un peu de cette aube fatiguée. John appelait ce morceau de terre la lande inculte, car aucune semence n'y poussait, et même la nature, malgré son obstination séculaire, ne parvenait à tirer la moindre vigueur de cette matrice stérile. La brume nappait le coteau de flaques éparses, des débris de nuages trop lourds pour monter au ciel, songeait Riley, du haut de ses 11 ans, lorsque ses cuisses se perdirent dedans en dessinant 2 sillons évanescents. Cooper, le chien, le suivait au bout de sa longe, et il disparut tout entier, n'offrant qu'une laisse fantôme pour toute empreinte. C'était un petit bâtard chétif de quelques mois à peine que Riley avait trouvé la veille entre 2 poubelles, tremblant de peur ou de froid, d'un gris et noir hirsute, le poil emmêlé jusque devant les yeux. Riley savait que son père détestait les chiens. Il répétait qu'il puait, qu'il n'était pas digne de confiance, que ce n'était qu'un estomac de plus à nourrir. Pour autant, cette fois, Riley n'avait pas pu s'empêcher de consoler le pauvre animal, de le cajoler, pour finir par le ramener à la maison. Son père l'avait transpercé du regard. Le garçon savait que l'expression exacte était « fusillé du regard ». Il n'était pas idiot. Il allait à l'école et si ses notes n'étaient pas bonnes, ce n'était pas à cause d'une déficience intellectuelle, loin de là, mais seulement par manque d'investissement. Lorsque John avait donc découvert le chien, ses prunelles avaient glissé tout doucement vers son fils, et ce dernier avait cru entendre le crissement inconfortable d'ongles sur un tableau noir à mesure que les 2 billes d'encre grossissaient, de rage, au point qu'elles semblaient ne plus tenir dans leurs orbites. Elles pivotaient, en raclant jusqu'à l'os du crâne pour venir se figer sur Riley. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» avait dit le père, avec un dégoût qui n'était pas tant destiné à l'animal qu'à l'enfant. « C'est... Cooper, je l'ai trouvé en rentrant de l'épicerie. »« Tu sais ce que je pense des chiens. Pourquoi tu as désobéi ?» John était grand, très grand, et quand il se rapprochait de son fils, celui-ci devait se tordre la nuque pour maintenir le contact avec le regard de son paternel. Riley savait que dans ces moments-là, il ne fallait surtout pas baisser les yeux. Ça, John Peterson ne le supportait pas. Il n'y avait que les mauviettes pour se défiler quand on leur parlait, ne cessait-il de répéter. Fuir son interlocuteur du regard, c'était baisser les armes, se trahir, et si on se prenait une raclée ensuite, alors elle était méritée. Riley ne recula pas non plus. Il savait que c'était tout aussi important. Il se contenta de renverser la tête en arrière à mesure que l'éclipse lui tombait dessus, jusqu'à ce qu'il puisse sentir l'odeur aigre de la transpiration et celle camphrée du tabac qu'il fumait. Son visage pâle ressemblait à une lune gibbeuse et menaçante, avec 2 cratères sans fond côte à côte, 2 abysses sans nom qu'aucun astronome n'aurait voulu sonder, ni même baptiser. La lune venait de cacher l'ampoule nue et plombait Riley d'une ombre qu'il connaissait bien. Il avait grandi dessous. Il savait ce qu'elle abritait. Pourtant, cette fois, le gamin ne voulait pas céder. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle recette économique
et pratique. Notre ingrédient du jour, l'huile. Commencez par verser dans un saladier environ un demi-litre d'huile. Bien, lorsque vous avez fini, vous laissez reposer. Dans un bol à soupe, versez environ un quart de litre d'huile que vous allez mélanger avec 2 cuillères à soupe d'huile. Oui, bon, bah ça a l'air bon, mais malheureusement, j'ai pas le budget. Bonjour, bienvenue sur cette chaîne, merci à toi de passer dans le coin. Comment vas-tu? Mais comment vas-tu vraiment? En ce qui me concerne, sans mentir, c'est pas la grande forme, et l'ambiance générale n'aide pas. Comme beaucoup de personnes, j'ai fait connaissance avec le 21e siècle il y a un peu plus de 22 ans, et pour l'instant, je suis pas fan du projet. Alors, pour tenter de contrer la morosité ambiante, j'ai décidé que jusqu'à nouvel ordre, je commencerai toutes les vidéos en t'annonçant une bonne nouvelle. On y va. Ah, ça y est. Le roi Charles III a réussi à utiliser un stylo sans s'en foutre partout. Comme quoi les imprévus ça arrive même aux puissants. Mais laissons pour un instant Feuille de Chou et ses péripéties puisque je ne suis pas là pour te parler de ça mais bien de livres. Et plus précisément je vais te parler du livre Que ta volonté soit faite, écrit par Maxime Chatham. Il s'agit d'un roman noir publié en 2015 aux éditions Albin Michel. En ce qui me concerne je l'ai chez Pocket et il fait 334 pages. Je t'avais déjà parlé de cet auteur pour une autre de ses œuvres, Le Signal, dont a posteriori je comprends le côté fourre-tout horrifique qui a pu en déranger certains, mais que malgré tout j'avais plutôt bien aimé. Maxime Chatham est affectueusement surnommé le Stephen King français, et tout comme son homologue américain, le moins que l'on puisse dire c'est qu'il est plutôt prolifique puisqu'il publie 1 à 2 romans par an. Si je ne me suis pas trompé dans les comptes, Que ta volonté soit faite est le 20e roman paru de Maxime Chatham. Concernant la jeunesse de ce roman, Maxime Chatham explique qu'il a voulu inclure le lecteur dans l'histoire. C'est-à-dire que pour une fois, le lecteur n'a pas une place passive de spectateur, mais que sa manière de lire aura une influence sur la fin de ce récit. Ça, c'est la genèse. Est-ce que c'est réussi ? Nous sommes dans les années 70 à Carson Mills, une petite bourgade du Midwest américain. On y fait la connaissance de Wilhelma Oxon, une jeune fille qui tombe amoureuse de Lars Peterson, un jeune immigré suédois fraîchement débarqué. Problème, la famille Oxon est exclusivement chrétienne méthodiste alors que les Peterson, eux, sont luthériens. Les deux chefs de clan, Saul Oxon et Ingmar Peterson, ne sont pas de simples croyants, mais plutôt des fanatiques religieux. Ce qui devait arriver arriva et Wilhelma tombe enceinte. Lorsque la nouvelle se sait, Helga, la mère de Wilhelma, est obligée d'assommer son mari avec une casserole pour l'empêcher d'étrangler leur fille. Pour ces familles, un mariage entre luthériens et méthodistes serait encore plus déshonorant qu'une naissance hors noces. Wilhelma est séquestrée pendant 9 mois et l'accès est complètement interdit à Lars, le père de l'enfant. Le soir de l'accouchement, ça en est trop. Lars veut revoir celle qu'il aime et prendre son enfant dans les bras. Armé de son fusil, il débarque chez les Oxon et abat ses beaux-parents. Dans un dernier geste, Saul Oxon prend lui aussi son arme et tire sur Lars Peterson. Seul avec son enfant, épuisé par les événements de la soirée, Wilhelma décède à son tour. Lorsque Ingmar débarque, c'est une véritable boucherie. Il recueille l'enfant. Ainsi naquit John Peterson, qui ne doit sa survie qu'au dernier relent de chaleur du cadavre de sa mère. Ingmar a nommé l'enfant John car il lui semble que sur la terre de ses ancêtres cela signifie Dieu est miséricordieux. Et c'est vrai qu'il l'a été en épargnant la vie de l'enfant. Mais John, lui, ne le sera jamais, car même le diable en a peur. Alors bon, quand il faut y aller, faut y aller. J'avais envie de lire un récit fantastique. J'avais lu Le Signal de Maxime Chatham qui correspond bien à ce style-là, et dans ma cervelle de piaf, je me suis dit, tiens, j'ai envie de lire du fantastique, un nouveau Chatham, ça va faire l'affaire. Et j'avais Que ta volonté soit faite qui traînait depuis un moment, donc allons-y. Perdu. Il y a 0 élément fantastique dans ce livre. Mais ça, c'est de ma faute. Parce que si je n'avais pris que 5 secondes de mon temps pour me renseigner, je m'en serais très vite rendu compte. Pour dire vrai, j'ai ce livre dans ma collection parce que j'avais vu un avis sur YouTube, je sais même plus où ou qui, parce que vraiment, ça fait un moment. Et la personne disait en substance, ce livre ne devrait pas exister parce qu'il est trop horrible. C'est une honte. J'ai abandonné la lecture au chapitre 7 parce qu'il se passe quelque chose de vraiment intolérable. Et moi, ça m'a hyper donné envie. Qu'est-ce qui peut choquer à ce point-là?
Alors oui, au chapitre 7, il se passe un événement dramatique, on est d'accord. Mais moi, j'ai lu Le Vide de Patrick Sénécal il n'y a pas si longtemps que ça, donc à côté que ta volonté soit faite de Maxime Chatham, c'est Oui Oui et la gomme magique. Ça va être l'occasion pour moi de faire une petite digression qui me démange parfois. Bien sûr, tout le monde a le droit d'être choqué par une histoire. On a tous nos curseurs placés à des niveaux différents avec des sujets qui nous touchent plus ou moins personnellement, qu'on est capable d'accepter ou pas. Ta capacité à encaisser une histoire t'est propre et tu n'as de compte à rendre à personne. Exprimer un avis « j'ai aimé parce que » ou « je n'ai pas aimé parce que » oui avec plaisir. Peut-être que tu vas donner un élément qui te semble négatif et pour un autre, il va résonner différemment. Par contre, exprimer l'idée qu'une œuvre devrait être interdite, qu'elle ne devrait pas exister et qu'il ne faut pas la partager en te basant sur ce qui t'est propre, pardon, mais là ça me dérange. Je ne trouve pas ça bien. Déjà que nos libertés individuelles fondent comme neige au soleil par les temps qui courent, peut-être que ce n'est pas la peine de contribuer à accélérer le processus. Bref, donc je n'ai pas eu de fantastique, mais je suis un amateur de frissons et de suspense. Est-ce que j'en ai eu? Oui. En avant-propos, il t'est précisé par l'auteur Maxime Chatham qu'il n'est pas le narrateur de ce roman, mais qu'il l'a trouvé. Et si ce mystère t'est présenté dès le départ, tu peux penser que la clé est de trouver lequel est le narrateur parmi tous les protagonistes du récit. Eh bien, à la limite, non, parce qu'on s'en fout. Et même à la fin, c'est pas dit clairement, même si à titre personnel j'ai ma petite idée, mais ça ne change rien. En réalité, il s'agit d'une histoire on ne peut plus classique. Le récit se centre sur le point de vue de John et de Jarvis, le shérif de la ville, puis un peu plus tard sur le point de vue de Riley, le fils de John, mais finalement on retrouve le jeu assez classique du chat et de la souris entre l'agresseur et le justicier. Riley, le fils de John, qui au passage est l'opposé de son père. Le shérif qui, comme d'habitude, est décrit comme vieux et usé par les années de service. La série d'agressions commence juste quelques années avant son passage à la retraite et évidemment il a promis aux familles des victimes de leur faire justice. L'image du vieux shérif dans son jus, dépassé par son époque, c'est une image que je commence à trouver poussiéreuse et usée. C'est du déjà vu, mais c'est pas pour autant que c'est mauvais parce que l'intrigue reste prenante. J'ai mis plus d'1 mois à lire ce livre qui fait 330 pages. Certains appelleront ça une panne de lecture, moi je ressens plus un passage dans ma vie que je qualifierais de j'ai autre chose à foutre, et il faut dire que je n'avais pas une grosse envie de découvrir la suite de cette histoire, parce que j'ai eu un frein qui n'est autre que le style. J'ai trouvé la plume de l'auteur sur ce roman très différente de ce que j'avais déjà lu de lui, et étouffante. J'ai vu certaines interventions de l'auteur qui expliquaient que cette histoire s'était imposée à lui avec ce style, et qu'il n'a pas eu le choix. Alors oui, je peux le concevoir jusqu'à un certain point, mais pour ce livre, pour moi c'est trop. Je m'explique. Tu commences par des métaphores à rallonge pour finalement pas grand-chose. Exemple, la roue chromatique avait tourné jusqu'à remplir le cadran de l'horizon de ses volutes sombres aux motifs étoilés. Traduction, la nuit était tombée. La vie d'un homme est l'unique véritable horloge du monde. Pour ce qui était d'Edwin James, son visage lui servait de cadran, les aiguilles du temps y avaient planté leur marque jusqu'à greneler sa peau de dizaines de minuscules cicatrices, de sillons de la profondeur de 4 décennies et de travelures qui encombraient son faciès ressemblant aux chiffres des années passées. Traduction, Edwin James est un quadragénaire au visage marqué. Et c'est comme ça, tout le long. Et tu retrouves même des comparaisons un peu foireuses. Par exemple, Jarvis, le shérif, qui est un méthodiste, se retrouve sur le parvis de l'église luthérienne, et il s'interroge sur la différence entre les deux, étant donné que finalement le destinataire est le même. Et il compare ça avec le fait que lorsqu'il envoyait un message à son fils en voyage en Europe, il se fichait bien de savoir si sa lettre transitait par avion ou par bateau, du moment que ses mots n'étaient pas altérés et qu'il parvenait à la bonne adresse. À mes yeux, cette comparaison n'a aucun intérêt. Et ça continue. Mais si tu respires encore, l'auteur a prévu de quoi t'achever puisque maintenant il te propose des phrases qui ne veulent rien dire, mais qui sonnent vachement bien. Exemple, le soleil de juillet avait cuivré la peau de Riley, mais pas son esprit. Alors, les phrases littéraires qui sonnent bien, mais qui sont finalement vides de sens, est-ce que ce ne serait pas ce qu'on appelle communément une erreur de débutant ? Enfin bref, donc j'ai fini ce roman en apnée, et je tenais à aller jusqu'à la fin puisqu'une citation est présente en 4e de couverture qui dit « La fin est aussi spectaculaire qu'inattendue,
tiré du magazine Femme Actuelle au grand magazine littéraire au demeurant. Je ne vais pas te raconter la fin évidemment, Femme Actuelle l'a qualifiée de spectaculaire et inattendue. Personnellement, je la qualifierais plutôt de complètement claquée au sol. Je vais te faire part d'un ressenti. Peut-être que ce n'est pas le cas, mais il n'empêche que c'est réellement l'impression que j'ai eue en découvrant les pages. Je pense que Maxime Chatham a décidé de la fin avant d'avoir une ébauche suffisante de son histoire. Et ça se ressent, puisque à un moment, l'auteur a vu le fil de son histoire dévier, son récit prendre corps, et se diriger sur une piste qu'il aurait été intéressant d'exploiter. Mais non, l'auteur a préféré virer de bord pour pouvoir recoller à la fin qu'il avait décidé en amont. Et je ne trouve pas ça très subtil. Est-ce que je peux te conseiller que ta volonté soit faite de Maxime Chatham? Non, clairement non. Je n'ai aucun problème avec les plumes littéraires à la condition que cela serve l'histoire et clairement ici ce n'est pas le cas. J'ai trouvé ça aussi plaisant qu'une tartine de beurre sur une tranche de margarine. Et la fin, teintée d'une spiritualité foireuse, n'en vaut clairement pas la peine. Après, tu fais comme tu veux, je te souhaite bien du plaisir. En ce qui nous concerne, on se retrouve dans plusieurs mois puisque je m'apprête à partir en expédition. Je prends 4 ou 5 mois de vivre et de change et je vais direction là-bas, à la station-service. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite humblement à t'abonner. Et si le cœur t'en dit, à venir partager ton avis dans l'espace commentaire. Toujours dans un principe d'échange, je te rappelle l'existence d'un serveur Discord dont tu trouveras le lien dans la description. Il se passe plein de trucs là-bas, mais temporairement, les bots sont suspendus. Je vais les remettre en service, mais ça demande du temps et surtout de la motivation, car pour ne rien te cacher, j'ai consacré plusieurs dizaines d'heures à les peaufiner, à les mettre en route, et suite à une mauvaise manipulation de ma part, je les ai tous perdus. Ce n'est pas grave, mais ça m'emmerde. En attendant la prochaine fois, je te souhaite une bonne soirée. N'oublie pas, doute de moi, c'est important. Bye.